Bienvenue dans le 21e chapitre de CCE2. Comme nous l'avons mentionné précédemment, dans cette deuxième vidéo, nous allons en apprendre davantage sur les fondamentaux, les fonctions et les principaux services des systèmes d'exploitation. La dernière fois, nous avons parlé de l'ordonnanceur et nous avons dit que c'est la base de tout système d'exploitation. Cependant, l'ordonnanceur seul ne suffit pas, car les threads doivent être créés, démarrés et arrêtés. Ils doivent également communiquer entre eux et avec le monde extérieur, synchroniser l'accès aux données entre eux et ils doivent accéder à des ressources partagées. La combinaison de ces tâches est généralement appelée un système d'exploitation. Regardons d'abord le composant le plus important du système d'exploitation, l'ordonnanceur. La première question est « Quand et pourquoi arrête-t-on un thread en cours d'exécution » Il existe plusieurs stratégies pour cela. La solution la plus simple s'appelle le multitâche coopératif. Dans ce cas, ce sont les programmes eux-mêmes qui demandent à l'ordonnanceur de les interrompre. Cela peut sembler étrange, mais cela présente certains avantages. Dans un programme, il y a souvent une boucle d'attente ou la nécessité d'effectuer une opération qui consomme des ressources pendant longtemps. À ces moments-là, le programme coopératif appelle périodiquement la fonction yield. Cela déclenche l'ordonnanceur du système d'exploitation qui sauvegarde le contexte du thread en cours d'exécution et en démarre un autre. Ensuite, l'autre thread appellera également yield, et tôt ou tard, le contrôle reviendra au thread d'origine. On constate que si le thread n'appelle pas yield, aucun changement de contexte ne se produit, donc le thread doit coopérer. Cependant, ici, l'interruption n'est pas aléatoire, et c'est très important. Il n'est donc pas nécessaire de s'inquiéter d'un accès concurrent aux données. Par exemple, un autre thread qui modifierait la mémoire pendant que nous l'utilisons. La synchronisation est donc très simple ici. Ainsi, dans le cas du multitâche coopératif, le changement de tâche se produit toujours à un point connu. Le multitâche coopératif présente aussi un inconvénient, qui est le temps de réponse. On ne peut pas prédire quand un thread va s'exécuter et il est aussi possible qu'un programme mal écrit ne rende pas la main pendant longtemps. On peut résoudre ce problème en préemptant les threads de force. Cela peut se faire à intervalles de temps réguliers. Grâce à cela, chaque thread peut s'exécuter pendant un maximum d'une tranche de temps, ce qui résout le problème des threads non coopératifs. Cependant, un thread peut désormais être interrompu à tout moment, il nous faut donc des solutions de synchronisation soigneusement conçues. Le changement de tâche basé sur la tranche de temps, aussi séduisant que cela puisse paraître, n'est pas parfait. Le temps de réponse ne s'améliorera pas de manière significative, mais nous introduirons de nombreux changements de contexte inutiles et des problèmes de synchronisation apparaîtront. Si vous allez interrompre les threads, vous devriez le faire lorsque c'est nécessaire. Cela nous amène au multitâche préemptif, qui est la base de tous les ordonnanceurs modernes. Nous avons entendu un mot avec lequel tous les spectateurs ne sont peut-être pas familiers. Aidez-nous un peu. Que veut-on dire par préemptif? Le mot préemptif signifie une sorte d'anticipation ou de réservation. Cela signifie que les threads ont des priorités. Une tâche plus importante peut préempter ou interrompre l'exécution d'une tâche moins importante. Pour mieux comprendre le multitâche préemptif, également appelé ordonnancement multitâche temps réel, il faut d'abord savoir qu'il est conçu pour les systèmes embarqués. Cela signifie que nous avons un microcontrôleur dans un environnement relativement simple et que l'on s'attend à ce que le processeur exécute toutes les tâches dans les délais impartis. Dans ce contexte, il n'est pas habituel qu'une tâche s'exécute indéfiniment, comme cela pourrait être le cas dans des systèmes comme Windows. Il est possible qu'un thread de faible priorité s'exécute pendant longtemps, mais les tâches importantes doivent disposer de suffisamment de temps processeur. C'est pourquoi nous utilisons les termes temps réel et préemptif de manière interchangeable. Temps réel signifie que le système réagit à chaque événement dans un délai bien défini. Donc pas lorsque le programme arrive ou lorsque le créneau horaire correspondant est en cours d'exécution. Au lieu de cela, ce qui se passe, c'est que l'événement génère une interruption ou un appel système, ce qui réveille le thread chargé de le traiter. Le planificateur préemptif est basé sur un contrôle piloté par les événements. Dans un système d'exploitation embarqué, l'idée de base est que le processeur effectue tout ce qui est important dès que possible, mais le reste du temps, il se peut que le microcontrôleur n'ait rien d'important à faire, auquel cas la routine d'inactivité s'exécute ou bien le processeur entier passe en mode veille. Il peut également arriver que les threads qui effectuent les tâches importantes attendent les événements dont ils dépendent. Dans ce cas, ils se trouvent dans un état d'attente appelé l'état suspendu. Un thread peut être sorti de l'état d'attente par un événement.
Mais quel type d'événements peuvent faire cela? Un événement peut être, par exemple, une interruption ou l'expiration d'un minuteur, ce qui est techniquement aussi une interruption ou un appel à une fonction du système d'exploitation. Cela peut être, par exemple, l'appel à une fonction de session, yield. Ces événements sont toujours gérés par le système d'exploitation, y compris les interruptions. Avec ces informations en tête, revenons à notre exemple précédent en utilisant un système d'exploitation temps réel. Voyons notre exemple en utilisant le RTOS, en supposant que le système d'exploitation est correctement initialisé. Notre exemple actuel est presque identique au tout premier exemple, lorsque nous n'utilisions même pas d'interruption. Il y a deux différences importantes. Pour l'ouverture du port série, nous avons ajouté un commentaire indiquant qu'il s'agit d'un appel système. Idéalement, la gestion du port série est également assurée par le système d'exploitation. Supposons que ce soit le cas maintenant. Lorsque le port série est ouvert, le système d'exploitation configure le matériel, active l'interruption et crée une FIFO pour recevoir les données entrantes. Cela signifie que ce qui entre en premier sort en premier. Une FIFO est un conteneur qui permet d'ajouter et de retirer des données de manière indépendante. On l'appelle aussi couramment un tube. Le gestionnaire du port série place les données à une extrémité du tube et le processeur les récupère à l'autre extrémité. Dans un RTOS, la FIFO intervient également dans la gestion des événements. Lorsqu'une personne place des données dans la FIFO, cela génère aussi un événement qui réveille le thread en attente de ces données. La FIFO fait bien sûr partie du système d'exploitation, et chaque accès à celle-ci est un appel système. L'autre différence concerne la lecture de l'octet de données. Dans le premier exemple, cela se faisait par le programme qui vérifiait en continu les registres de contrôle du port série dans une boucle pour voir si des données avaient été reçues. Mais ici, ce qui se passe, c'est que le programme prend simplement le prochain octet dans la FIFO. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas encore de données? C'est là l'essence même d'un RTOS. La tâche attend simplement les données, et pendant qu'elle attend, elle se met en veille, ce qui signifie que son contexte est sauvegardé et son exécution est mise en pause. On pourrait dire que le contrôle est transféré et les autres tâches peuvent s'exécuter selon les besoins. Cela fonctionne parce que la lecture depuis la FIFO est également un appel système. Si le système d'exploitation détecte qu'il n'y a pas de données, il met automatiquement le thread en état de veille. Le thread reste suspendu jusqu'à ce que quelque chose le réveille. Que se passe-t-il lorsqu'un octet arrive sur le port série? Cela génère une interruption de la manière habituelle. Cette fois, cependant, notre gestionnaire d'interruption personnalisé ne s'exécutera pas. À la place, c'est le gestionnaire d'interruption générale du système d'exploitation qui sera exécuté. Le gestionnaire d'interruption vérifie ce qui s'est passé. Dans ce cas, des données sont arrivées sur un port série. Le gestionnaire d'interruption extrait les données et les place dans la FIFO du port série. Ici, c'est l'opération FIFO qui indique au système d'exploitation qu'un événement s'est produit. Lorsque le gestionnaire d'interruption a terminé son travail, le contrôle ne revient pas aux tâches interrompues, mais au planificateur du système d'exploitation. Il détecte que des données sont arrivées dans la FIFO, il change donc l'état de la tâche en attente de endormie qui est prête à s'exécuter. Cela ne signifie pas qu'elle s'exécutera immédiatement. Le planificateur examine maintenant laquelle des tâches prêtes à s'exécuter a la priorité la plus élevée et restaure son contexte en mémoire. C'est celle-ci qui va continuer. Une fois que la tâche est terminée, notre thread en attente de données se réveille, récupère les données, les traite, puis attend la suivante. Lorsque les 100 octets ont tous été reçus, il appelle la fonction de traitement. Entre-temps, les données entrantes s'accumulent dans la FIFO. Quand il y retourne, il les récupère toutes, attend le reste, et ainsi de suite. Merci. Je pense que vous avez montré cela complètement. Ce que nous pourrions examiner plus en détail, c'est ce que sont réellement les tâches et les threads et comment ils fonctionnent. Ce sont de simples fonctions, contenant pour la plupart une boucle infinie dans laquelle elles accomplissent leur travail. Nous pouvons lancer ces tâches en appelant la fonction appropriée du système d'exploitation. Rien ne nous empêche non plus d'exécuter la même fonction dans plusieurs instances ou d'appeler la même fonction depuis plusieurs tâches, comme la fonction de traitement des données dans le cas précédent. Dans de tels cas, on dit que la fonction s'exécute dans plusieurs instances. C'est possible parce qu'en changeant de tâche, le système d'exploitation sauvegarde le contexte de chaque thread, ce qui permet à deux instances de la même fonction d'avoir des contextes séparés. Mais il est important de noter que le contexte ne s'applique qu'aux variables locales propres à la fonction stockée dans une zone spécifique de la RAM appelée la pile, et non aux variables globales et statiques. Regardons notre exemple à partir d'un programme en C. Dans cet exemple, i est une variable locale de la fonction de traitement. Elle sera différente dans chaque instance.
Ceci fait partie du contexte. Il est sauvegardé lorsque le thread est suspendu. Cependant, la variable somme est définie comme statique, donc elle n'est pas stockée sur la pile. Elle ne fait pas partie du contexte. Si la fonction s'exécute dans plusieurs instances, cette variable contiendra la même valeur dans chaque instance. Si une instance la modifie, le changement sera visible dans toutes les autres. Cela devient problématique car le compilateur ne sait pas que cette variable peut être modifiée en arrière-plan. En conséquence, le code machine généré pourrait ne pas la recharger depuis la mémoire à chaque fois, mais plutôt la conserver dans un registre. La situation est différente pour la variable globale 1. Vous pouvez voir que la fonction de traitement ne modifie pas sa valeur. Elle utilise simplement ce qu'elle contient. Il est important de noter qu'elle est déclarée comme un int volatile. Cela indique au compilateur que la valeur de la variable peut changer en arrière-plan à tout moment, donc elle doit être rechargée depuis la mémoire à chaque accès, même si, en théorie, cela ne devrait pas être nécessaire. Ainsi, dans sa forme actuelle, la fonction de traitement n'est pas réentrante, ce qui signifie qu'elle échouera si elle s'exécute dans plusieurs instances. Si nous retirons le mot-clé statique de la définition de statica int sum égale à 0, la situation sera meilleure. Toutes les variables internes feront alors partie du contexte, et la variable globale 1 est intentionnellement globale, de sorte que la fonction peut être appelée en toute sécurité dans plusieurs instances. Il est bon de savoir que les fonctions de la bibliothèque standard d'origine du langage C, comme printf, ne sont pas réentrantes et ne peuvent pas être exécutées dans plusieurs instances. Cela a été corrigé dans les implémentations plus récentes, mais il vaut toujours la peine de vérifier avant de les utiliser dans un environnement multitâche. Maintenant que nous avons une compréhension de base du fonctionnement de l'ordonnanceur, examinons les autres composants du système d'exploitation. Il existe des fonctions de gestion des tâches: créer, supprimer, suspendre et interroger l'état. Parmi celles-ci, la création de tâches est la plus intéressante. Comme mentionné précédemment, une tâche est une fonction. Dans FreeRTOS, elle doit respecter la forme void vtaskcode void étoile pv parameters. Lorsque cette fonction est appelée en tant que tâche, d'autres paramètres doivent être spécifiés: le nom de la tâche, sa priorité, un paramètre de démarrage et surtout la taille de la pile. En comprenant comment fonctionne la pile, il devient plus facile de voir comment le système d'exploitation stocke le contexte d'une tâche sur la pile. Tout ce qui se passe, c'est ceci. Après que les registres de la tâche en cours d'exécution ont été empilés sur la pile, le système d'exploitation redirige le pointeur de pile vers un autre emplacement mémoire. Comme illustré ici, les threads de la tâche 1 et de la tâche 2 ont chacun leur propre pile séparée en mémoire. Par exemple, lorsque le système d'exploitation interrompt la tâche 1 et transfère le contrôle à la tâche 2, les étapes suivantes se produisent. Lorsque la tâche 1 est interrompue, son pointeur de pile pointe vers le sommet de la pile de la tâche 1 en mémoire. Le système d'exploitation sauvegarde cette valeur de pointeur et, après avoir terminé ses opérations internes, il définit le pointeur de pile sur l'adresse du sommet de pile précédemment enregistré pour la tâche 2 et restaure les valeurs des registres à partir de là, effectuant ainsi effectivement une instruction de retour d'interruption. Comme nous l'avons vu précédemment, lors du démarrage d'une tâche, il faut spécifier la taille de la pile. C'est la quantité de mémoire que le système d'exploitation allouera à la pile de la tâche. Si la taille est trop petite, la pile peut déborder, ce qui entraîne des erreurs de programme difficiles à détecter. Puisque les piles de chaque tâche sont stockées consécutivement en mémoire, comme illustré sur la figure, si la pile d'une tâche dépasse la taille qui lui est réservée, elle peut écraser le bas de la pile suivante. Ce problème ne peut devenir apparent que lorsque la partie écrasée de l'autre pile est accédée, souvent bien plus tard dans le processus. Il est plus facile d'éviter une telle erreur que de la détecter. Il vaut donc la peine d'allouer beaucoup d'espace de pile à la tâche si vous disposez de suffisamment de mémoire pour le microcontrôleur. Comme nous l'avons vu, dans un RTOS, l'exécution d'une tâche peut être interrompue à tout moment par un événement externe. Ensuite, l'ordonnanceur s'exécutera à nouveau. Et si une tâche de priorité supérieure est réveillée par l'événement, elle s'exécutera jusqu'à ce qu'elle ait terminé sa tâche. Pour cette raison, si deux tâches ou plus partagent un espace mémoire commun, par exemple des variables globales communes, vous devez être prêt à la possibilité que les données qui y sont stockées puissent être modifiées à tout moment par une autre tâche. Un autre cas courant est lorsque plusieurs tâches doivent accéder à une ressource matérielle. Une seule d'entre elles doit être autorisée à la gérer à la fois. Sinon, les réglages seront mélangés. Ce problème est similaire à l'exemple de l'interruption. Des cas spécifiques peuvent être résolus de manière similaire en utilisant des indicateurs qui reposent sur des opérations atomiques. Mais comme il s'agit d'un problème courant et général, le système d'exploitation fournit plusieurs mécanismes intégrés.
Un des mécanismes de synchronisation fournis par le système d'exploitation est le mutex. Mutex signifie exclusion mutuelle. Techniquement, il s'agit d'un jeton qui ne peut être détenu que par une seule tâche à la fois. Un mutex distinct doit être créé pour chaque ressource partagée. Ce mutex protégera cette ressource en particulier. Par exemple, supposons que la ressource partagée soit un ADC. Le mutex est créé via un appel système, qui renvoie un nouvel identifiant. Cet identifiant est utilisé par les tâches qui souhaitent accéder à l'ADC. Lorsqu'une tâche veut utiliser l'ADC, elle doit d'abord demander un jeton via un appel système. Si une autre tâche a déjà acquis le mutex et ne l'a pas encore libéré, la tâche qui fait la demande attendra qu'il soit disponible, garantissant ainsi qu'une seule tâche utilise la ressource à la fois. Par conséquent, une fois que la tâche a fini d'utiliser l'ADC, elle doit libérer le mutex afin qu'une autre tâche puisse l'utiliser. Je dois préciser que l'utilisation des mutex peut facilement conduire à ce que deux tâches ou plus se retrouvent bloquées. Cette situation s'appelle un interblocage, deadlock. Dans ce cas, les deux tâches attendent l'une l'autre et aucune ne peut avancer. Cela peut se produire lorsqu'il y a plusieurs ressources partagées entre les tâches et qu'elles souhaitent demander des mutex supplémentaires. Dans le prochain chapitre, nous aborderons ce sujet plus en détail. Le prochain outil de synchronisation est le sémaphore. Le sémaphore est souvent confondu avec le mutex, mais ils sont utilisés à des fins différentes. Un sémaphore est utilisé lorsqu'une tâche doit signaler un événement qu'une autre tâche attend. Cet événement peut également être déclenché par une routine d'interruption. En conséquence, l'utilisation d'un sémaphore repose sur deux fonctions de base, donner et prendre. Un sémaphore contient généralement un compteur qui s'incrémente lorsqu'on le donne et se décrémente lorsqu'on le prend. Si le compteur du sémaphore est à 0 et que la tâche appelle la fonction de prise à ce moment-là, la tâche sera mise en veille jusqu'à ce qu'une autre partie du programme signale le sémaphore. David, je pense qu'il nous faudrait un exemple pour mieux comprendre. D'accord, prenons un exemple simple. Vous devez détecter l'appui sur un bouton avec une tâche et exécuter une fonction simple. Un sémaphore doit être créé pour le bouton. La tâche de traitement appelle la fonction de prise sur ce sémaphore et attend l'événement en mode veille. L'appui sur le bouton génère une interruption qui déclenche le gestionnaire d'interruption correspondant. Le gestionnaire d'interruption signale l'événement en utilisant la fonction de don du sémaphore du bouton puis termine son exécution. L'événement réveille la tâche de gestion du bouton via les mécanismes de l'OS qui exécute la fonction correspondante, après quoi la tâche attend à nouveau le prochain événement, qui sera le prochain appui sur le bouton. Je pense que nous avons réussi à clarifier la fonction du sémaphore. J'aimerais profiter de cela pour présenter une version améliorée du sémaphore appelée FIFO. Ici, vous pouvez envoyer non seulement un message binaire à la tâche réceptrice, mais aussi n'importe quelle donnée. L'essentiel est que les données peuvent être placées dans la FIFO et en être extraites de manière asynchrone par des tâches indépendantes, et même depuis une interruption, en écriture seule dans ce cas. L'autre point important est que la tâche réceptrice peut automatiquement attendre l'arrivée des données et rester suspendue jusqu'à ce que les données arrivent. En pratique, les lectures de données incluent généralement une limite de temps appelée timeout. Si aucune donnée n'arrive dans la FIFO pendant cette période, le thread se réveille et la fonction de lecture retourne une erreur de timeout au lieu de données invalides. Cela permet de gérer les situations où la transmission de données est interrompue en s'assurant que la tâche réceptrice ne reste pas suspendue indéfiniment. Les éléments d'une FIFO ne sont pas nécessairement des octets. Ils peuvent être des types de données complexes ou des pointeurs vers ceux-ci. Les files d'attente et les tampons de messages sont des mécanismes similaires, avec des implémentations et des propriétés légèrement différentes selon le système d'exploitation, mais nous n'entrerons pas dans les détails ici. Nous devons également mentionner les minuteries, même si elles ne servent pas spécifiquement à la synchronisation entre tâches, car la gestion des minuteries est une partie importante des fonctionnalités du système d'exploitation. Il existe essentiellement deux types de cas. Le premier est lorsque la tâche n'a rien à faire, mais souhaite se réveiller après X temps pour accomplir quelque chose. Dans ce cas, elle effectue un appel de sommeil temporisé au système d'exploitation qui met la tâche en veille et la réveille après X temps. De même, les instructions dites bloquantes, comme l'attente d'un sémaphore, peuvent inclure une limite de temps maximale appelée timeout. Après l'expiration de ce délai, le thread se réveille même si l'événement attendu ne s'est pas produit. L'autre cas est légèrement différent du précédent. Dans ce cas, un minuteur est créé au niveau du système d'exploitation, de manière similaire à la définition des tâches, et la fonction de rappel lui est assignée.
Le minuteur appellera cette fonction à un moment spécifié ou à intervalles réguliers. Cela ressemble un peu à la création de tâches, mais cette fonction de rappel doit s'exécuter et se terminer rapidement. En cela, c'est similaire à un gestionnaire d'interruption. Ce type de synchronisation peut être utilisé pour permettre au processeur d'exécuter une tâche spécifique à un moment ou à une fréquence donnée, ou pour générer des événements pour d'autres tâches. Enfin, disons quelques mots sur la gestion de la mémoire. Les deux façons de stocker des variables ont déjà été abordées. Les variables globales et statiques sont stockées dans des zones prédéfinies de la mémoire, tandis que les variables locales sont stockées sur la pile de la tâche. Il existe également un troisième type de mémoire appelé le TAS, heap. Le tas n'est pas la même chose que la pile. Il fait référence à la mémoire restante dans le système qui n'est pas préallouée. Bien sûr, il est possible d'utiliser cet espace mémoire avec une gestion dynamique de la mémoire pendant l'exécution. Dans ce cas, c'est nous qui décidons quand et combien de mémoire allouer ou libérer. Cependant, il est important de garder à l'esprit que nous devons nous occuper de libérer la mémoire allouée. En C, nous pouvons utiliser la fonction malloc pour allouer un espace mémoire disponible. Ensuite, la fonction free est utilisée pour libérer les zones de mémoire réservées. Dans les systèmes embarqués, il est conseillé d'éviter la gestion dynamique de la mémoire, mais en général, cela n'est même pas nécessaire. Cependant, si cela ne peut pas être évité, il est important de se rappeler que l'utilisation de la mémoire partagée est intrinsèquement risquée. Par conséquent, de telles opérations doivent être effectuées via le système d'exploitation, et les fonctions standards du langage C ne peuvent pas être utilisées. Différents systèmes d'exploitation offrent une grande variété de solutions pour la gestion de la mémoire en fonction de leur complexité. Dans FreeRTOS, par exemple, nous pouvons choisir parmi 5 schémas d'allocation de mémoire différents selon la façon dont nous prévoyons d'utiliser la mémoire allouée. Ceci marque la fin de notre introduction au RTOS et à ses fonctionnalités de base. Il est bon de savoir que, notamment pour FreeRTOS et d'autres systèmes d'exploitation simples similaires, un style de programmation mixte peut être utilisé. Cela peut signifier, par exemple, que même si vous disposez d'un ordonnanceur et de tâches, certaines opérations sont encore gérées par des routines d'interruption traditionnelles qui n'interagissent pas avec le système d'exploitation, mais s'exécutent en dessous de celui-ci sans que le système d'exploitation en ait connaissance. Par exemple, dans une tâche de faible priorité, nous surveillons un événement de manière peu efficace en le scrutant continuellement, c'est-à-dire en vérifiant son état de façon répétée au lieu d'utiliser un service approprié du système d'exploitation. Cela rend souvent le programme plus simple ou plus rapide, mais bien sûr aussi plus laid du point de vue du programmeur. L'un des avantages de FreeRTOS, comme mentionné précédemment, est qu'il est disponible au niveau du code source, ce qui nous permet de suivre exactement ce qui se passe et même de le modifier si nécessaire. Vous pouvez même le réécrire, mais cela reste vraiment un passe-temps pour les plus déterminés. En arrivant à la fin du chapitre d'aujourd'hui, résumons quand et pourquoi il est judicieux d'utiliser un système d'exploitation. Lorsqu'on développe un programme large et complexe, il est logique d'utiliser toujours les mêmes outils pour chaque type de tâche. Cela rend le programme plus facile à comprendre et facilite la collaboration entre plusieurs programmeurs. Un RTOS est un tel ensemble d'outils permettant d'exécuter des tâches indépendantes qui semblent fonctionner en parallèle sur le processeur. Penser en termes de système d'exploitation nous permet de décomposer plus facilement des tâches complexes en sous-tâches plus simples. Avec le système d'exploitation, nous bénéficions également de nombreux autres services que nous n'avons plus besoin de développer nous-mêmes. Sans parler du fait que le système d'exploitation peut être facilement complété par des fonctions supplémentaires, comme la gestion du réseau et la gestion des fichiers. Ce sont des tâches complexes en soi, et bien qu'elles puissent être utilisées sans système d'exploitation, leur intégration dans l'OS permet à n'importe quelle tâche d'y accéder. Les programmes multithreadés sont très difficiles à déboguer. C'est également vrai pour les systèmes d'exploitation. Cependant, dans de nombreux cas, un module complémentaire adapté est disponible pour les débogueurs. Celui-ci est conscient du système d'exploitation. Ces outils permettent, par exemple, de mettre un thread en pause pendant que les autres continuent de s'exécuter, ou même de déboguer l'ensemble du système et d'inspecter l'état de toutes les tâches. Bien sûr, il existe aussi des inconvénients à utiliser un système d'exploitation. Peut-être que le plus important est la nécessité d'avoir les connaissances et l'expérience adéquates, car même un système d'exploitation simple est suffisamment complexe. Pour que le logiciel fonctionne correctement, tous les membres de l'équipe doivent avoir une expérience suffisante. Lorsqu'on utilise le système d'exploitation, il est facile de commettre des erreurs difficiles à détecter, qui ont parfois des effets indésirables rares. Le système d'exploitation nécessite également plus de mémoire et engendre ce qu'on appelle une surcharge.
Les besoins en mémoire peuvent être plus importants en raison des piles séparées requises pour chaque tâche, bien que les autres éléments, comme les fils FIFO, les mutex et les minuteries, utilisent également de la mémoire. La surcharge fait référence au temps de traitement supplémentaire et à l'utilisation du processeur nécessaire pour faire fonctionner le système d'exploitation, par exemple pour basculer entre les tâches et gérer la communication entre elles. L'exécution du programme n'est pas déterministe. Elle peut être interrompue à tout moment et reprise sur un autre thread. Cela rend le suivi de son fonctionnement difficile, même si le débogueur est compatible avec le système d'exploitation. Lorsqu'on utilise un système d'exploitation, la facilité de débogage n'est un avantage que lors de l'implémentation d'un programme complexe. Sinon, le système d'exploitation a tendance à compliquer le débogage. En général, un programme à architecture linéaire est beaucoup plus facile à déboguer et à comprendre que n'importe quelle application basée sur un système d'exploitation. Enfin, examinons quelques erreurs courantes qu'il est facile de commettre lors de la réutilisation d'un système d'exploitation. Le manque de réentrance et l'utilisation inappropriée de variables globales. Toutes les fonctions des tâches, ainsi que les fonctions appelées par les tâches, doivent être réentrantes. Si vous devez appeler une fonction qui ne l'est pas, vous devez synchroniser son appel, par exemple en utilisant un mutex. Utiliser une boucle infinie pour attendre est une technique courante en programmation traditionnelle, mais dans un environnement avec système d'exploitation, cela empêche les tâches de priorité inférieure de s'exécuter et doit donc être évité. Surutilisation de la pile. Si cela se produit, il peut être très difficile d'identifier la source du problème. Certains systèmes d'exploitation incluent des mécanismes de protection contre ce problème, mais ceux-ci entraînent un surcoût supplémentaire. L'accès concurrent aux données se produit lorsque plusieurs tâches lisent ou écrivent simultanément dans la même mémoire. Cela peut provoquer des erreurs imprévisibles, mais cela peut être évité grâce à une synchronisation appropriée. Oublie de libérer une ressource comme un mutex. Par exemple, une fonction peut acquérir un mutex puis sortir par une branche d'erreur sans le libérer. En conséquence, le mutex reste verrouillé et les autres tâches ne peuvent pas accéder à la ressource. Interblocage, qui est une situation où deux ou plusieurs threads attendent que les autres libèrent une ressource partagée. Cela peut se produire, par exemple, si la tâche A réserve le mutex X puis attend le mutex Y. Pendant ce temps, la tâche B a déjà réservé le mutex Y, mais a encore besoin du mutex X, que A a déjà réservé entre-temps. Ils ne sortiront jamais de cette situation. Une façon d'éviter cela est de s'assurer qu'une tâche ne détient pas plus d'un mutex à la fois, ou d'utiliser un délai d'attente lors de l'attente du second mutex. Si elle n'arrive pas à obtenir la ressource après un certain temps, elle libérera également le mutex précédemment occupé, puis réessayera plus tard. L'essentiel est que le programmeur doit être conscient que cette situation peut se produire. Cela nous amène à la fin du chapitre. Vous connaissez maintenant la fonction de base du RTOS. Cela vaut la peine de l'essayer en pratique. Merci de nous avoir rejoints pour ce chapitre théorique. Vous pouvez trouver et télécharger les supports écrits de Crystal Clear Electronics sur notre site web crystalclearelectronics2.eu. Suivez-nous sur Facebook pour être les premiers informés des prochaines vidéos et autres actualités. À très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, passez une excellente journée. Au revoir.